Bonsoir les Itata et bienvenue de nouveau parmi nous dans Faut causer, votre émission qui parle et qui traite de sujets socioculturels. Ce soir, nous parlerons d'un sujet ambitieux, nous parlerons de création d'entreprises et nous chercherons à comprendre ce qui se passe quand une idée émerge, quand une passion est en nous ou encore quand nous avons simplement un rêve d'indépendance ou une ambition de faire bouger un petit peu les lignes. Entreprendre en Martinique, ce n'est pas toujours simple. Entre les différentes démarches administratives qui n'en finissent pas et aussi le manque d'accompagnement ou l'isolement géographique, entreprendre peut être un vrai parcours du combattant, chez nous, sur notre territoire. Pourtant, malgré les obstacles, il y a encore des personnes qui osent et qui se lancent parce qu'ils sont justement armés de ce rêve-là. En Martinique, une étude montre qu'en 2021, il y a eu à peu près 136 créations d'entreprises sur 10 000 habitants, ce qui est un chiffre beaucoup plus élevé que celui de la France, où nous avons 125 créations d'entreprises sur 10 000 habitants. Et une année plus tard, un bond de 17,1%, imaginez-vous, c'est 9 396 TPE qui ont été créées. Alors, devant ce dynamisme entrepreneurial qui touche notre territoire, il y a un certain nombre de questions à se poser. Où se trouvent les leviers et comment utiliser ces leviers, ou même les freins, comment appréhender ces freins que trouvent la plupart des chefs d'entreprise quand ils décident de se lancer dans le business. Avec nous, 4 invités que nous remercions d'être là. Bonsoir à tous. Nous allons nous tourner vers vous. Vous allez partager votre vécu, évidemment, en tant que chef d'entreprise et aussi en tant qu'accompagnant, tous les 4. Je me tourne vers vous. Donc, comme je disais, Laura Edon. Bonsoir à vous, Laura. Bonsoir. Vous êtes donc fondatrice depuis 2021 de la marque de cosmétiques qui s'appelle Pulpe d'Orange. Tout à fait. Voilà, qui fusionne d'ailleurs le bien-être. Vous dites, cette marque fusionne le bien-être holistique, une approche respectueuse de la nature et des valeurs ancestrales. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet que vous aviez, qui est aujourd'hui plus qu'un projet, qui est une entreprise. Et puis, évidemment, la motivation qui vous a porté jusque-là. Alors, tout d'abord, merci. Bonsoir, Clara. Bonsoir. C'est vrai que Laura est une artiste aujourd'hui qui est pleine de vie. Mais c'est vrai qu'en 2021, j'ai commencé à créer avec un institut de bien-être, un institut de beauté, avec diverses prestations. Et aujourd'hui, l'évolution de l'entreprise n'est pas facile. On va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ma profession demande beaucoup de rigueur, voilà, de l'apaisement aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai que la fondatrice Pulpe d'Orange que je représente aujourd'hui est axée sur 3 pôles voilà, de bien-être, avec les ateliers. Voilà, par petits groupes, hein, pour vraiment axer en discutant avec d'autres acteurs professionnels. Ensuite, nous avons les soins de bien-être personnalisés pour le client et les produits de soins sensoriels axés sur les 5 sens, des produits 100% naturels, martiniquais, voilà, où je prends le temps de confectionner avec mon équipe aussi. Super, voilà. D'accord. Et l'idée, elle a émergé comment de créer votre entreprise ? L'idée a émergé quand j'accompagnais ma mère en soins. Et voilà, ça a commencé très très jeune, j'étais adolescente. Donc c'est vrai que le bien-être m'a toujours accompagnée très jeune. Mes parents aussi m'ont suivie dans cette aventure. Et puis le fait d'être chef d'entreprise m'est venu rapidement. Même si j'ai pu gravir les étapes en tant que salarié, voilà, responsable en institut de soins. Et puis, malheureusement, on va dire, hein, le monsieur Covid, hein, je pense que tout le monde le connaît, est passé par là et j'ai dû me réinventer aussi de mes échecs. Donc, c'est vrai qu'on va en parler, mais ce n'est pas évident. Et c'est vrai que ça a été un choix de pouvoir me positionner, de continuer dans cette lancée, de me réinventer dans le bien-être qui est plutôt authentique, holistique. On a aussi cet aspect un peu énergétique où le client aussi veut faire des soins à domicile, voilà, où on n'a pas forcément le temps. Donc, j'ai dû vraiment me réinventer au fil du temps. Super. On verra comment cette réinvention-là, comment elle s'est concrètement faite sur le terrain. On se tourne, merci à vous. On se tourne vers vous, Monsieur Picot, William Picot. Merci à vous d'être là. C'est la deuxième fois que nos téléspectateurs ont l'occasion de vous rencontrer sur ce plateau. Donc vous avez un parcours très atypique et honorable, à mon sens, évidemment, tout comme celui de Laura juste avant vous. Vous êtes le plus jeune expert en automobile de France. C'est à l'époque, ça, en tout cas. C'était à l'époque, mais ça l'est toujours. Entre-temps, il y a un plus jeune encore que vous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais le plus jeune en exercice. À l'époque. Entre-temps, j'ai pris un petit peu d'âge et du coup,
coup, je ne suis plus le plus jeune, mais effectivement, quand j'ai été diplômé, Oui. j'étais le plus jeune, ou en tout cas l'un des plus jeunes en exercice sur le territoire. Sur le territoire. Alors, vous dites dans votre biographie que, pour la première fois d'ailleurs, un Antillais a été major de promotion au diplôme d'expert comptable. Aujourd'hui, vous êtes Automobile. d'expert en automobile. Mais qui sait? Alors, vous êtes aujourd'hui, à votre compte, et vous êtes aussi expert judiciaire auprès des tribunaux. C'est ça, D'accord? absolument. Pour la section automobile. Alors, j'ai envie de vous poser la même question que Laura à côté de vous. D'où vous est venue cette idée de créer votre propre entreprise? Pourquoi ne pas simplement être salarié? Je pense que j'ai été entouré aussi de confrères qui m'ont inspiré Mhm. et qui m'ont donné cette envie d'aller au-delà de ce que pouvait m'offrir le salariat en termes de spécialité, en termes d'innovation et de développement. Et je pense que ça, à partir d'un certain moment, c'est devenu c'est devenu un choix naturel, en fait. Et donc, du coup, je me suis lancé, non sans peine, puisque j'ai tenu à m'installer et à me lancer à mon compte en Martinique. Et en sachant qu'avant de rentrer, j'étais responsable d'un cabinet d'expertise. Mhm. Et initialement, c'était pour m'associer avec un confrère qui exerçait déjà en Martinique. Et il s'est avéré que ce confrère a essayé de m'arnaquer, tout simplement. Et donc, il s'est passé quand même 6-9 mois où il a fallu que j'accuse le coup. Et comme a dit madame à côté, il a fallu se réinventer et faire en sorte de traverser l'orage, quoi. C'est ça. Mais bon, c'était il y a 3 ans. Je suis encore là et il y a plein de bonnes choses à venir. Donc non, installation en demi-teinte, mais en tout cas, avec du recul, je suis très content d'être revenu parmi les miens. Alors, la question du jour, créateur d'entreprise, est-ce un véritable parcours du combattant? Ça l'a été pour vous? Ah oui, clairement, et ça l'est encore. Mhm. Je pense que la vie de chef d'entreprise, de toutes les façons, n'est pas un long fleuve tranquille et que beaucoup disent que si on devait résumer le travail de chef d'entreprise, ce serait de gérer des problèmes. Et effectivement, je pense que le quotidien de chef d'entreprise, c'est d'éteindre des feux et d'essayer de voir le plus loin que possible pour justement arroser un petit peu à droite à gauche pour que, Oui. que les endroits plus loin ne puissent pas prendre feu, quoi. Mhm. Mais après, je pense que si on a envie, on a les convictions et puis que ça nous corresponde, parce qu'il faut que ça... Oui, c'est issu d'une passion. C'est ça, il faut que la vie de chef d'entreprise puisse correspondre à ce qu'on attend et notre vision de la vie. Et si ça correspond aux gens, effectivement, c'est un plaisir. Ok, on reviendra sur la partie parcours du combattant dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Alain Tépi. Bonsoir à vous. Et aussi, je vous remercie d'être là. Donc, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes ancien directeur du travail, expert en droit social et en droit du travail. Vous avez largement contribué à l'élaboration des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle et du travail en adaptant ces politiques aux réalités locales des régions ultramarines. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Faut souligner qu'on a quand même des particularités. Oui. Parce qu'en tant que directeur du travail, il y a des spécificités suivant les territoires. Et il faut tenir compte de ces spécificités, puisque j'ai exercé notamment en Guadeloupe aussi, en Martinique, en Guadeloupe. Et je suis passé par Paris, notamment lorsque j'étais secrétaire général adjoint de la DOM, et qui gère toujours les territoires ultramarins et toujours les politiques de l'emploi, de la formation et les créations d'entreprises. Oui. Alors, Monsieur Tépi, quand vous entendez en face de vous, vous avez deux jeunes chefs d'entreprise, leur parcours un peu chaotique pour certains, comme Monsieur Picot dit que ça a été un parcours du combattant, et vous qui étiez anciennement directeur du travail, quel est votre retour là-dessus? Alors, non seulement pour eux, mais pour tous les Itata qui le sont aussi, les chefs d'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a malgré tout ce qui est mis en œuvre en termes de politique de l'emploi, je ne parle pas de la politique du travail, je parle de la politique de l'emploi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un déficit en termes d'information, parce que ce qui est important, c'est que lorsqu'on est dans la phase de création d'emploi, c'est qu'il y a une phase préalable, notamment pour créer une entreprise, et il y a des choses qu'il faut connaître. Et notamment, il faut savoir faire un business plan, etc., tout ça. Et là, ces dispositifs existent. Mais seulement, il faut les connaître.
Donc il y a l'information. Il faut aller aussi au-devant des partenaires. C'est-à-dire parce que sur le territoire, on a des politiques publiques et ces politiques publiques doivent contribuer à favoriser, et là, comme c'est le focus sur la création d'entreprises, à aller aider les porteurs de projets à créer des entreprises, les aider par tout moyen. Ça, c'est la phase post-création. Peut-être on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis, ongoing, et après, il y a tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer, pour favoriser le développement de l'entreprise. Et dans la post-création, et je vais insister dessus, il y a un travail de collaboration de l'ensemble des partenaires socio-économiques, dont les chambres consulaires, donc la chambre de métier, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, et que sais-je, et puis les autres partenaires. Par exemple, quand ils parlent, ils ont exposé les problématiques qu'ils ont rencontrées, mais peut-être qu'on ira dans le vif du sujet tout à l'heure. Il y a un certain nombre de leviers qu'il faut lever, quoi. Et notamment, c'est important parce qu'il y a les organisations professionnelles, il y a le réseautage, les réseaux d'entrepreneurs aussi, c'est fondamental. Et je reviens sur là, parce que je ne sais pas si vous avez été suivi. Moi, j'ai fait une demande de pige. Parce que, j'allais parler du pige. Alors, parce que le pige, c'est un dispositif spécifique outre-mer. Alors, est-ce que je vous interromps, désolé, Monsieur Tepi, je veux juste pour que nos téléspectateurs découvrent qui sont les invités, continuer avec Madame Cléricia, et tout à l'heure nous parlerons justement du pige et d'autres subventions ou autres qui existent. Alors, on se tourne vers vous, Madame Stéphanie Cléricia. Bonjour. Merci d'être là. Bonsoir à vous. Donc, vous êtes vous êtes élue en fait. Vous êtes élue à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et donc, dans votre bio, vous dites que vous êtes une femme dynamique et engagée. Vous êtes aussi une professionnelle passionnée, puisque pour être élue, il me semble qu'il faut être chef d'entreprise à la Chambre des métiers. Donc, votre devise, elle est claire, elle est magnifique. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe. Vous qui parliez d'orage, Monsieur Picot, tout à l'heure. La vie, ce n'est donc pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ça. Alors, dites-nous un petit peu plus, comment dansez-vous sous la pluie, notamment au sein de la Chambre des métiers? Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, comme je disais, comme vous avez dit, je suis Mme Cléricia Stéphanie, je suis élue à la Chambre des métiers, élue au bureau. Oui. Je suis secrétaire de bureau. Je suis aussi responsable de la partie bâtiment de la Chambre des métiers. Donc, je m'occupe de tout ce qui est entreprise artisanale du bâtiment. Donc, il faut savoir, pour connaître un peu la Chambre des métiers, c'est la chambre consulaire qui gère les artisans. C'est-à-dire de la création, enfin, du mûrissement du projet jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Donc, les artisans, c'est qui? Ce sont des personnes, des femmes et des hommes passionnés qui ont un savoir-faire et qui en décident un jour d'ouvrir leur entreprise pour pouvoir mettre à disposition ce savoir-faire et y gagner de l'argent. D'accord? Donc, nous, notre but, c'est de les aider, de les accompagner dans ces projets. Donc, on a aussi la casquette de formation. Donc, on aide aussi, on a le CFA du Rivière-Salée, où on forme les jeunes au métier de l'artisanat. Donc, hors BTP, puisque le CFA du BTP à part. Donc, notre but, c'est d'accompagner les jeunes martiniquais, je parle de la Chambre des métiers martiniquaise, d'accompagner nos jeunes martiniquais dans l'artisanat, dans le métier de l'artisanat, et d'accompagner aussi nos jeunes futurs chefs d'entreprise à choisir les bonnes caractéristiques pour créer leur entreprise et les accompagner, donc avec de la formation, de l'accompagnement et d'être là tout au long de leur projet, de la durée de vie de leur entreprise. C'est ça, super. Et dans un moment, vous nous donnerez les détails, comment vous contacter pour ceux qui seraient passionnés, qui auraient une petite idée et en train d'émerger. On va se tourner vers vous, Monsieur Picot, Madame Hédon. On met le pied dans le plat d'entrée de jeu. Quelles ont été, selon vous, les plus grosses difficultés quand vous avez créé votre entreprise, alors sur le plan administratif, financier, sur tous les secteurs? Les plus grandes difficultés. On laisse parler Madame en premier, ensuite vous, Monsieur Picot. Allez-y. Les plus grandes difficultés a été l'immatriculation. Il ne faut pas se leurrer. Quand moi, j'ai immatriculé mon entreprise, c'était le parcours du combattant, parce que même si on a les informations sur Google, on sait très bien sur Internet, mais il y a une façon de monter les statuts. Et c'est vrai que j'ai dû me faire accompagner par ma comptable. Après, on va chercher les informations. Mais à l'époque, en 2021, maintenant ça se fait sur Internet, en un clic, et c'est très facile. Mais
choisir le bon statut n'est pas si simple. Moi, je me suis posé la question avant d'immatriculer en société. Je suis passée en auto-entrepreneur parce qu'on veut tester. On ne sait pas trop, voilà, on est un peu frileux, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. Quand on a toute cette paperasse d'études de marché à faire, on se dit, oula, voilà, études de marché, business plan, on voit qu'il y a des tonnes de pages, dossiers de subvention pour aller à la banque, même pour faire valoir un capital. Aujourd'hui, pareil, c'est pas si simple parce que l'évolution de ma société me demande, pour me réinventer, où je suis voilà, en train de demander du financement. Il y a 5-6 ans, non, je ne bataillais pas comme ça avec les banques. Et c'est une réalité. Il y a plus de 10 ans, parce que même si j'étais en société, donc j'ai pu gravir les étapes en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, on se dit, voilà, on retrousse les manches, on a un petit peu plus d'informations, mais quand il faut déclarer, c'est pas si simple. C'est pas si simple, même si on se rapproche de la Chambre des métiers ou la Chambre des commerces, on n'a pas souvent les informations qu'il faut. Et si c'est mal enregistré, je vous dis, pour défaire ou pour modifier quel que soit quelque chose qui est inscrit, puisque c'est fait de manière automatique. Oui. Voilà, ça coûte de l'argent, déjà pour immatriculer. En plus du capital, ceux qui savent comment créer une entreprise, donc il faut avoir les bonnes informations, mais ce n'est pas si simple. Donc moi, ça a été vraiment le parcours du combattant pour immatriculer. J'ai dû me faire accompagner de proximité avec ma comptable et puis aller vraiment chercher les informations et se dire est-ce que c'est le bon statut qui est relié à sa vie personnelle aussi. Il faut savoir, est-ce qu'on a des associés au niveau du financement aussi? Comment chercher, lever des fonds? Est-ce que c'est le bon statut pour la vision future? Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. D'accord, donc ce que vous dites fait écho à ce que disait monsieur Tepi tout à fait, l'heure. tout à Vous êtes fait. allé à l'information. En tant que chef d'entreprise, on n'a pas le choix. On ne se réveille pas un matin. Le salarié n'a pas cette pression. Hein. Mais quand on décide de créer son entreprise, oui, c'est la curiosité, c'est la détermination. Il faut avoir un caractère et un mental d'acier. Et puis une positivité. Bon, c'est vrai que je suis dans le métier du bien-être qui fait que voilà, je l'embrasse fièrement. Mais dans la réalité, oui, il faut vraiment être déterminé et se dire que même si on n'a pas les acteurs professionnels, puisque quand on va à la Chambre des métiers, on ne va pas se leurrer, hein, on a certains conseillers qui sont censés nous donner les bonnes informations et souvent on ne l'a pas. On repart bredouille. Madame Cléricia, que dites-vous de ce que je viens de dire? Alors, je vous avoue que je ne vais pas aller dans votre sens. C'est-à-dire que, alors oui, on n'a peut-être pas toutes les informations, parce qu'il faut savoir qu'il y a par exemple, avant, on avait l'immatriculation. La Chambre des métiers immatriculait. Donc, on pouvait accompagner. Donc, c'est nous qui remplissions l'immatriculation. Donc, effectivement, maintenant, l'État a décidé de changer les choses. Oui. Et Donc, c'est sur l'INPI maintenant, voilà. quand donc, on maintenant, on regarde va directement. ces Donc, infos, on laisse voilà. finalement l'entrepreneur se débrouiller, être seul devant son ordinateur et faire ses démarches. Donc, oui, les erreurs est plus facilement et sera là plus vite, puisque vous êtes toute seule face à des dossiers que vous n'allez pas savoir, vous allez essayer de remplir, mais ce n'est pas votre cœur de métier. Donc c'est sûr que c'est dommage d'avoir enlevé ça aux chambres consulaires, d'avoir enlevé cette partie-là aux chambres consulaires. Maintenant, on est toujours là dans l'accompagnement. Alors c'est sûr que actuellement, on a 13 000 entreprises artisanales en Martinique, oui. Donc c'est quand même énorme. Donc la Chambre des métiers, il y a des salariés, il y a de moins en moins de salariés, puisqu'il y en a qui partent à la retraite. Donc on essaie de recruter. Après, vous savez ce qui se passe en Martinique en ce moment. Je ne vais pas vous apprendre le problème qu'on a en Martinique sur le recrutement. À l'époque, il y avait la semaine où justement on prenait le temps. Avant l'immatriculation, il y avait la formation. Et ça, pour moi, c'était important. Voilà. Donc le stage à l'obligation avant de créer l'obligation de la création d'entreprise a été supprimée. Oui. Donc tout ça aussi, l'État a décidé d'enlever des choses qui permettaient aussi aux futurs chefs d'entreprise de ne pas partir avec des valises vides et peut-être d'avoir aussi des cartes où on pouvait lui dire là, il faut aller à gauche, là, il faut aller à droite, même si le stage de 5 jours, au moins c'était une base. Donc, et là, il n'est plus obligatoire. Alors, il existe, parce qu'on le fait encore, mais sous d'autres façons, avec d'une autre manière. Il existe toujours, mais c'est vrai qu'il n'est plus pris en charge et il faut que le chef d'entreprise le fait. Pour la nouvelle génération, c'est quand même embêtant. Voilà. Mais on est là. Oui. On répond, on a une équipe dynamique, on a un président très dynamique, qui est Monsieur Salomon. On a une équipe, on est souvent sur le terrain, assez souvent. Donc, on va voir les artisans, on aide même les créateurs d'entreprises, on est présent, on les accompagne.
Là, on a lancé la caravane de l'apprentissage, mais la caravane de l'artisanat aussi, qui se déplace dans les communes, où on va donner des conseils. On a des jours, hein, là, la semaine prochaine, on est à Sainte-Luce, où on vient avec notre caravane, avec du personnel de la Chambre des métiers qui se déplace dans les communes pour aider les artisans ou les futurs chefs d'entreprise à pouvoir les aider dans leurs projets. D'accord, super. Même question posée à vous, Monsieur Picot. Pour l'immatriculation, ça a été, puisque j'avais la chance d'avoir un peu d'entourage qui était un peu avisé sur le sujet, donc qui m'ont bien aiguillé sur le sujet. Pareil pour la partie bancaire. Néanmoins, j'ai été vraiment face à une montagne administrative quand j'ai voulu faire ma demande de pige, par exemple, où j'étais très déçu parce que j'ai été face à quelqu'un de... C'est peut-être péjoratif, mais assez binaire, c'est-à-dire que c'est 0 ou 1, dans le sens où... je vais expliquer qu'effectivement, pour faire un pige traditionnel, il faut faire l'étude de marché, etc. Mais que là, on est sur une profession qui est spécifique, avec des us et coutumes qui lui sont également spécifiques. Et donc, faire une étude de marché, ça demande d'avoir les chiffres des confrères, qui malheureusement ne vont pas divulguer leurs chiffres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, il y a une part aussi d'aléatoire, puisque une année où la sinistralité est importante ne sera pas la même qu'une année avec une sinistralité faible, de même qu'une année où il va y avoir un cyclone ou une catastrophe naturelle où il y aura un nombre important de véhicules à expertiser, ça ne se prédit pas à l'avenir. Donc, je lui ai expliqué clairement que faire un business plan en supputant des potentiels cyclones ou en prenant des chiffres qui seraient purement aléatoires, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens économique et je ne voyais pas l'intérêt, en fait. Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui n'a pas su s'adapter à la spécificité de ma profession et qui m'a dit ben, je ne sais pas quoi faire, donnez-moi un business plan. Donc, j'ai préféré arrêter et je n'ai pas fait ma demande de pige. Et j'ai également un ami qui avait une pizzeria, qui fait des pizzas chez lui déjà, et après a décidé de se professionnaliser, et qui lui aussi, à peu près en même temps que moi, a fait sa demande de pige, il a été également face à quelqu'un qui n'a pas su lui répondre, ou en tout cas qui n'a pas su comprendre le fait qu'il soit novice en matière administrative. Et il est assez surprenant de voir que nos entreprises ont survécu. Elles ont survécu, mais c'est vrai que ça nous a fait un petit coup. D'entrée de jeu, D'entrée de jeu, parce qu'on se dit, wow, les personnes qui sont censées nous aider, au final, ne nous ont pas aidés. Et j'avais rencontré une personne de la dette, je lui avais dit, mais c'est dommage, parce que demain, j'aurais fait un beau business plan avec une start-up qui livre des mangos en drone. Vous aurez payé Ruby sur longue, alors qu'au final, dans les 3 mois qui auraient suivi, j'aurais fait faillite. Alors que là, on est sur des entreprises où il y a un vrai besoin. Mon ami qui fait de la restauration, il y a un besoin. Je suis dans l'automobile, tout le monde sait que c'est compliqué pour se déplacer. Dès lors qu'on a un sinistre, c'est la croix et la bannière. Donc il y a un besoin qui est limite connu de tout le monde. Et il n'y a pas eu de capacité d'adaptation de l'interlocuteur que j'ai eu en face de moi. Et donc, c'est ce qui m'a touché. Et c'est vrai que parfois, quand on est face à des instances publiques, on est face à des personnes qui ont du mal à se représenter la difficulté de la vie de chef d'entreprise. Alors, vous opposez clairement le chef d'entreprise aux fonctionnaires ici, ce qu'on entend assez régulièrement, puisqu'on parle, on est là, nous dit, donc à causer, hein. On parle en toute transparence, ce qu'on entend souvent dans nos rues, dans les discussions. Les chefs d'entreprise se plaignent des personnes employées de bureau qui ne font pas le nécessaire, et les employés de bureau parlent des chefs d'entreprise qui, eux, roulent en Jaguar et dilapident l'argent qu'ils se font au 5-5. Donc là, c'est vraiment ce que j'entends. C'est ça, monsieur Plus ou moins, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il est difficile pour quelqu'un qui reçoit son salaire tous les 28 du mois de concevoir la réalité du chef d'entreprise, qui est qu'en fait, l'argent sort, mais il ne sait pas quand est-ce que l'argent rentre, et il peut rester 3, 4, 5, 6 mois sans toucher un centime, quoi. Et donc, du coup, des fois, on est face à des personnes qui, comme il fallait remplir le formulaire B2, il n'a pas été bien rempli ou bien avec la case bien cochée, monsieur, tant pis pour vous, revenez dans 6 mois, c'est pas grave, quoi. Alors que non, en fait, effectivement, pour vous, c'est un cas parmi tant d'autres, mais le chef d'entreprise en face, eh bien, lui, ça lui retarde le fonctionnement de son entreprise, ça lui retarde sa trésorerie, ça lui retarde tout un tas de sujets, quoi. C'est ça, monsieur Tepi. Vous qui étiez directeur de la DIECT et du travail. Je ne vais pas supputer sur la dette, mais je vous donnerai mon sentiment quand même.
c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on met en place des politiques. On a mis en place une politique initiative jeune. Un dispositif qui est fait pour aider les jeunes de 18 à 30 ans. Mhm. Pourquoi? C'est pour notamment favoriser la création d'entreprises. Et le plus souvent, ils créent leur propre emploi. Mais ce que j'entends là de ce que monsieur dit, c'est qu'il y a une dichotomie entre la compréhension du milieu de l'entreprise et de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qu'il faut avoir sur le... Parce que l'objectif, c'est qu'il faut avoir une vision macro, c'est sur le territoire, la création d'entreprises répond aux besoins des territoires. Quand il parle de son métier, il y a un besoin, vu les centaines de milliers de voitures qu'il y a ici, ou quand vous parlez de bien-être, quand on dit dans les statistiques qu'il y a un tiers de la population qui a des petits problèmes. Bon, donc ça répond vraiment à des besoins et il faut favoriser ça. C'est-à-dire que, à mon sens, je parle c'est moi qui parle, c'est qu'il faut comprendre le projet, pourquoi, l'objectif. Et derrière, il y a des choses qui sont mises en place pour aider. Parce que même dans le cadre du PIGE, c'est 9 000 et quelques, etc., il y a une partie, c'est 15% maximum, hein, il me semble, qui peut être consacrée à la formation, etc., etc. Donc, on sait très bien qu'un jeune, comme on dit, 18 à 30 ans, il n'a pas beaucoup de recul. Donc, quand vous allez lui parler d'expert comptable, de comptabilité analytique, il faut qu'il soit formé pour comprendre. Alors, est-ce à dire qu'il faut venir déjà tout former pour faire un projet ou c'est bloqué définitivement? Or, nous, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on souhaite, c'est justement qu'on puisse développer l'esprit entrepreneurial et sortir les jeunes du non-emploi. C'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une mentalité dans le personnel qu'il faudrait inculquer aussi? Est-ce que, de la même façon qu'il faut aussi aiguiller les jeunes, il faut aussi ouvrir le personnel de l'établissement aux réalités du chef d'entreprise? Oui, on peut pas. De toute façon, l'administration ne peut pas continuer à fonctionner ou fonctionner en ignorant ce qui se passe à l'extérieur. Surtout quand on gère des dossiers, des entreprises, des dossiers qui ont un impact sur l'économique. Donc et non seulement sur l'économique, mais sur tout le reste. En fait, tout. Parce qu'il y a les politiques de handicap, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, en plus, mais on va en parler tout à l'heure, mais je ne le dis pas là maintenant, il y a un dispositif de soutien pour les jeunes. Le FSE+, pas uniquement pour les jeunes, mais le FSE+, le Fonds social européen+, le programme 2021-2027, soutient les dispositifs nationaux, appuie pour décupler l'action en termes de formation, etc. C'est-à-dire que, à la limite, il y a vraiment une étude qu'il faut faire au niveau individuel pour dire à la personne, bon, on va regarder votre potentiel, vous dites que vous ne savez pas ce que c'est qu'un business plan, donc on va faire un plan pour arriver au projet avec les différents acteurs. Donc on va étudier, en fait c'est progressif, quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et au lieu de dire non, on ne lâche pas quelqu'un comme ça dans la nature. Il faut l'amener à. Et c'est ça la post-création. Parce que, comme vous avez dit, bon, vous ne sortez pas d'un œuf et puis vous dites, bon, je vais créer une entreprise. Oui, mais moi, si j'entends bien, on aide les personnes expérimentées. C'est vrai que même si les jeunes n'ont pas forcément de formation, ils sont en création, ils viennent de sortir de l'école pour la plupart d'entre eux, c'est une réalité. Ça veut dire que quand on crée notre société, souvent la jeunesse, même s'il y a des formations qui sont mises en œuvre, mais sur le plan financier, quand on va à la banque, quand on a même notre propre fonds, même si on va dire, on ne se le cache pas, qu'on a 2 000, 3 000 euros sur le côté et on demande un petit peu à la famille de nous aider, pour la banque, on n'est pas assez... on n'est pas assez fort, on n'a pas assez d'expérience puisqu'on sort vraiment de l'apprentissage. Et oui, vous aidez la jeunesse, mais la réalité aujourd'hui, c'est quand on a de l'ancienneté et que votre entreprise, qu'elle a fermé, elle a eu de l'ancienneté, là, on sait on peut aider une entreprise qui a déjà du vécu. Est-ce que, quand on parle des acteurs publics,
ça va dans le sens de la réalité aujourd'hui. On est en 2025, la jeunesse aujourd'hui est aidée, mais quand on va déposer un dossier de financement pour une aide particulière, puisque je parle par exemple, moi qui suis dans le bien-être, souvent je suis refusée sur ce domaine-là, parce que le bien-être ne sert pas à boire et à manger, comme on le dit si bien, et c'est une réalité. Le nombre de fois, c'est important, le nombre de fois où justement il y a une ouverture d'appel à projet, où il y a un financement qui est prêt pour les entreprises, une ouverture de financement. Le bien-être, tout ce qui est beauté, soins esthétiques, c'est mis de côté parce qu'on est sur un secteur tertiaire et ce n'est pas mis en avant pour qu'on puisse aller aussi chercher des subventions. Pourtant, c'est un métier aujourd'hui qui demande à être... C'est vrai que pour être en contact un petit peu parfois avec des banquiers, c'est vrai que beaucoup d'entre eux, le banquier, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... sans entrer dans le cliché, mais le banquier a peur quand il vous prête de l'argent. Donc c'est vrai qu'en fonction du projet qu'il aura en face de lui, je vous donne un exemple. Un médecin qui veut s'installer, même s'il arrive avec 0 sur son compte en banque, j'exagère, mais avec un compte en banque qui n'a pas beaucoup d'argent en poche, il va être relativement suivi par les banques parce que justement, le marché permet. Parce qu'on sait que le secteur médical est en tension et qu'il va pouvoir effectivement rembourser son prêt. Un huissier qui va vouloir acheter une étude ou un notaire, c'est pareil, parce qu'effectivement, on est sur des professions réglementées et donc il y a un suivi qui est fait. Et même parfois, il y a certaines banques qui viennent draguer les étudiants déjà en médecine, en fin d'année, fin de cursus, etc. Mais c'est vrai que pour les corps de métier un petit peu plus exotiques, où la part du risque est plus importante, certains banquiers sont un peu plus frileux et c'est là où effectivement ils vont demander un peu plus d'apport personnel pour asseoir le projet et pour rassurer entre guillemets la banque. Oui, tout à fait. Alors justement, parce qu'on parle d'argent, on parle de financement, la question est pour vous deux, la Chambre consulaire et vous, anciennement directeur du travail, quelles sont les aides? On a parlé du PIGE tout à l'heure, vous avez parlé du FSU, c'est ça? Il y en aurait d'autres. Est-ce que vous pourriez partager avec nous les aides qui existent pour les chefs d'entreprise qui sont en projet ou en train de créer? Alors, moi, je vois qu'on va directement sur la partie financement, oui, en fait, fiscalité. Il nous reste très peu de temps, 20 minutes pour le reste de l'émission. Donc, on est obligé de scinder un peu. Allez-y. Non, mais il y a des aides qui existent. Quelles sont-elles? Mais il faut les articuler, il faut les connaître. C'est le rôle notamment des chambres consulaires. Par exemple, il y a la chambre de commerce. Mais Madame a parlé tout à l'heure aussi pour la chambre de métier, organise des réunions du jeudi, par exemple, pour les entreprises qui ont des difficultés, qui veulent parler de ça, en post-création. Il y a les réunions du vendredi aussi pour informer. Donc moi, je ne suis pas représentant de la chambre de commerce, mais ils ont un arsenal de dispositifs. L'État aide. Bon, on a parlé du PIGE, création, etc. Mais il y a des aides qui, je vous dis, elles sont couplées avec le Fonds social européen plus. C'est pour ça. C'était le FSE. Oui, c'est le FSE sur des actions, des projets innovants. Oui. Ils vont aller sur des projets innovants. Mais ça revient à ce que je disais. Si on vous présente un projet où on livre des mangos en drone, on n'a pas d'argent en fait. Je veux dire, demain, quelqu'un qui veut s'installer, être plombier, il n'a pas forcément de projet innovant à fournir. Néanmoins, il a besoin autant d'aide que celui qui va lancer une start-up avec un projet innovant qui va révolutionner le monde. Entièrement d'accord. Parce qu'il y a l'innovation, mais il rentre dans le cadre des besoins des territoires. Okay. Donc c'est un besoin. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas aidé. Comme quand vous parlez d'un plombier ou d'un carreleur, ce sont des métiers en hypertension. Absolument. Donc c'est tout de suite, parce que la population, les problèmes, en plus, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage. Mais il y a la silver economy, il y a le numérique, il y a beaucoup de voies où on peut développer, dans le tourisme aussi, il y a beaucoup de projets qu'on peut mettre en place. Mais ce que vous dites, vous parlez surtout au niveau du financement. Et c'est ça qui est, c'est le nerf de la guerre, en fait. Absolument. Parce que on peut avoir de beaux projets, mais si vous avez des difficultés à avoir des financements, c'est pas... Pour nous, c'est la base pour monter un projet. Alors, justement, on va laisser Madame Cléricia en parler. Alors, en matière d'aide, la Chambre des métiers, on va dire que ce sera plus de l'accompagnement. Les aides financières, on est des chambres consulaires, donc après, il y a des aides financières qui vont venir de l'extérieur. On a vu le problème des banques. Après, vous avez aussi des aides fiscales, des aides sociales. Il ne faut pas oublier quand même, parce que comme les 2 premières années, il y
il y a comme des exonérations donc, qui permettent au chef d'entreprise de lancer son activité. Après, vous avez d'autres aides avec les fonds européens selon les activités que vous allez mettre en place. Donc nous, on va intervenir vraiment en accompagnement, c'est-à-dire pour aider les chefs d'entreprise à s'asseoir. Je sais que des fois, on a des soucis sur les chefs d'entreprise. Alors, nous, on est dans l'artisanat, donc on a tout ce qui est multimédia. On va aider à gérer cette partie-là, parce que vous savez que le multimédia prend de plus en plus d'importance dans la vie des chefs d'entreprise. Et on a parlé tout à l'heure des jeunes. Les jeunes, c'est vrai qu'ils sont très axés téléphone mobile, tout ça. Mais on a encore beaucoup d'artisans qui ne sont pas encore axés à téléphone mobile. Mais il faut savoir que quand on est jeune, pour moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on devient un chef d'entreprise. Donc, à l'école, je fais juste une aparté rapidement, à l'école, on va apprendre un métier, mais on ne va pas vous apprendre à devenir un chef d'entreprise. C'est ça. Et je pense que le système français, il faut qu'il revoie ça, parce qu'il y a ce problème-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des aides pour les jeunes, ils vont apprendre un métier, ils vont se lancer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils maîtrisent un savoir-faire, ça c'est très bien, mais après, quand vous maîtrisez votre savoir-faire, le problème des artisans, c'est souvent ça, c'est qu'ils se concentrent tellement sur la maîtrise de leur savoir-faire qu'ils oublient la partie administrative, et qui est une des plus grosses parts dans la gestion d'une entreprise. Donc c'est là où il faut faire attention, et c'est là où la chambre consulaire intervient, pour leur dire attention, il faut penser à ça aussi. Alors, concrètement, comment vous le faites, ces interventions? Est-ce que c'est sous forme de formation? Vous les invitez à participer? Vous parliez d'un stage de 5 jours. Alors, c'est en amont, mais après... Le stage, avant, il existait. Donc, il a été supprimé par l'État. Donc, maintenant, on fait en fait la Chambre des métiers, parce qu'on est une Chambre des métiers de Martinique, mais on est géré par une Chambre des métiers France. Il ne faut pas oublier. Donc, on a des packages avec des accompagnements où on accompagne le chef d'entreprise tout au long de l'année. Donc, on a des packages. Donc, c'est vrai que il faut conseiller, pouvoir... juste pour comprendre comment ça se passe, vous avez un conseiller qui vous accompagne, voilà. Mais après, c'est un package que vous allez, donc vous allez payer un accompagnement donc je vais être honnête, donc après les prix. Alors là, je les ai pas, mais c'est vrai que les prix sont négociés pour que. On sait très bien qu'une entreprise au départ n'a pas des moyens, c'est financier très open. Donc les prix ont été négociés au plus bas. Donc l'accompagnement existe. Après, là où moi je vais intervenir aussi, c'est que beaucoup de métiers ont des organisations professionnelles. Et les organisations professionnelles ont aussi leur importance. Il ne faut pas les oublier, parce que quand vous créez une entreprise, on va prendre les coiffeuses ou même dans le bâtiment, je ne sais pas si vous en avez dans votre activité, mais elles peuvent vous accompagner aussi dans la création de votre entreprise, dans l'accompagnement. Elles savent où aller chercher des financements. S'il y a un veille réglementaire, elles sont là pour vous aider aussi. Donc, il faut les mettre aussi dans le panier. Elles ont leur importance. Et en Martinique, il y en a beaucoup. Donc, il y a des gens qui se donnent régulièrement, quotidiennement, pour aider les artisans ou les chefs d'entreprise à assurer leur activité au quotidien. D'accord. Monsieur Tepi, on a parlé tout à l'heure de petites erreurs, manque d'accompagnement ou manque de formation. D'après vous, quelles sont les plus grosses? On est dans Faut causer, j'insiste aujourd'hui, il faut parler sans tabou et sans langue de bois. Quelles sont selon vous les erreurs, les grosses erreurs que font les chefs d'entreprise sans tirer... Alors, attention, je tire après personne, mais on dit ce qui est... pour aider, l'objectif c'est ça. Déjà, l'esprit entrepreneurial, c'est formidable. Pouvoir créer, on contribue au développement économique du pays. Oui. Maintenant, il faut l'adéquation entre la création, le désir de créer une entreprise et les besoins du territoire. Ça veut dire qu'en amont de tout ça, il faut repérer les besoins. On ne va pas créer une entreprise comme ça. Mais pour repérer les besoins, il faut aller auprès de certains partenaires. Il faut faire une étude. Bon, j'ai bien compris que monsieur a dit que par rapport au métier, c'est un peu particulier. Les gens, ils sont très frileux, ils ne donnent pas tous les informations. Mais malheureusement, il faut développer le réseautage, comme vous avez parlé. Parce que dans le réseautage, ce sont des professionnels. Là, vous avez les chambres consulaires qui accompagnent, qui ceci, cela. Mais au niveau des réseaux, vous avez des professionnels, des gens qui sont dans les métiers et qui peuvent vous accompagner. Il y a le mentorat aussi qui existe, il y a tout le dispositif. Mais il faut le mettre en place vraiment, qu'on joue vraiment le jeu. Parce qu'un chef d'entreprise, celui qui projette de créer une entreprise, dit « je veux créer une entreprise ». Mais l'erreur qu'il fait, c'est tout ce qu'il y a en amont. C'est-à-dire il faut savoir si ça répond vraiment à un besoin pour la durabilité, parce qu'il faut que ça dure plus de 3 ans minimum. Il faut... alors, je ne parle pas de la partie financière qui est très dure.
celle-là. Donc, il faut connaître le territoire. Il faut savoir, vous avez parlé des statuts. Normalement, on aurait dû vous accompagner pour les statuts, pour vous dire voilà la progression, mais vous l'avez dit toute seule, donc vous l'avez découvert par expérience, donc vous maîtrisez ça. Ça veut dire que par la suite, vous pouvez même conseiller quelqu'un qui veut créer une entreprise quelconque sur le processus micro-entrepreneur, unipersonnel, etc., jusqu'à la société SARL, etc. Il faut connaître ça. Donc, ce sont des données juridiques. Il y a un minimum. Donc, ça veut dire, avant la création, il faut se faire accompagner. Et ça, je suis désolé, hein, mais on ne crée pas comme ça. Et nous, le rôle des partenaires, c'est justement d'accompagner. Il faut renforcer ça. Parce que si on veut développer l'esprit entrepreneurial, il faut renforcer cette coopération, ce partenariat entre les institutions, et puis le faire savoir. Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre là, c'est que c'est comme si on débarque dans un nouveau monde, et puis on vous dit, bon, il y a ça, et puis après vous dites, mais je commence par quoi? Monsieur Tepi, C'est tout à fait ça. pardonnez-moi de vous couper, hein, je me posais une question, parce que vous avez parlé du mentorat, et c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé. Dans une économie aussi restreinte que celle de la Martinique, est-ce que vous pensez réellement qu'un chef d'entreprise va donner du conseil à un autre chef d'entreprise qui va devenir son potentiel concurrent, il va lui donner des bons conseils? Dans une économie aussi restreinte qu'est la Martinique, où déjà ceux qui sont déjà en place ont déjà du mal à passer le cap? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est par rapport aux besoins. S'il y a un manque cruel en termes de besoins, non, mais il faut explorer les pistes. C'est un petit peu utopique, Voilà. votre réponse. C'est un. Deuxièmement, il y a le fait aussi, on n'a pas parlé de la reprise d'entreprise, mais dans le fait que, mais je pense que la Chambre de métier le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent avec leur chef, tout ça, et elles ne sont pas reprises. Oui. Donc là-dedans, il y a quand même des pistes sur des secteurs d'activité intéressants. Maintenant, il y a le contexte insulaire qui fait que c'est petit, tout le monde se connaît et tout le monde a peur de l'autre en termes de concurrence. Demain, vous mettez une pizzeria là, sur le lendemain, il y a une pizzeria à côté. Bref. Parce que même sur la transmission d'entreprise, je pense que est-ce que vous pensez qu'à l'égard de notre monde politique, les anciens chefs d'entreprise, ou en tout cas les plus âgés, ont préparé la transmission? Alors, madame qui était dans le... Parce que la transmission est réellement préparée, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où je vais vendre l'entreprise à un prix très important, limite surévalué au petit jeune qui va arriver, parce qu'il n'y connaît pas grand-chose et qu'il est un petit peu moins rusé? Il y a 2 poids 2 mesures. En Martinique, on va dire que la transmission d'entreprise se fait plus familiale. On va être clair. On va voir, c'est plus des enfants qui vont reprendre. Ça, c'est ce qui se passe. On voit très peu d'entreprises. Alors, il y a des entreprises qui se vendent. Hein. Donc, moi, je crois à la transmission d'entreprise. Je suis issue d'une transmission d'entreprise. Donc, et je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter sur ça, parce qu'en Martinique, on a beaucoup d'entreprises qui ferment, parce qu'il n'y a pas de repreneur, parce que le chef d'entreprise, il est trop âgé, ou malheureusement, il est parti. Donc, et souvent, quand on est chef d'entreprise, on ne pense pas à cette partie de transmission. Et ce savoir-faire qui va disparaître avec le chef d'entreprise aussi. Il y a ça aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des personnes qui... de la concurrence entre collègues. Dans le bâtiment, il y a énormément de concurrence. Ça, c'est là où il y a le plus de concurrence. Alors, on ne va pas donner effectivement ces informations propres à son entreprise, mais on sait qu'on peut... Moi, je le vis avec d'autres collègues. Hein, je les appelle des collègues, je ne les appelle pas des concurrents, pour vous dire jusqu'au point où j'en suis. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup. Et c'est là où l'importance des réunions d'information dans les chambres consulaires, ou même les réunions avec les OP, les organisations professionnelles. Parce que ce sont souvent des artisans, des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps pour mettre en place cette organisation professionnelle, ou des élus comme moi-même, on est des chefs d'entreprise, où on donne de notre temps pour aider les autres artisans ou les autres chefs d'entreprise. Donc ça, c'est son importance. Donc il ne faut pas toujours voir que le côté concurrentiel, c'est vrai qu'il y en a, mais après, si vous posez des questions qui restent générales sur la gestion de l'entreprise, ou comment faire, ou comment accompagner, c'est sûr que vous allez demander le tarif qu'il fait le soir ou sur telle voiture, ça va peut-être être différent, il ne va peut-être pas vous le dire. Mais après, si vous lui demandez de l'accompagnement, et je sais que le tutorat existe, ça peut se faire, mais sur la partie savoir-faire. Donc après, mais après, voilà. Voilà, super. Sans transition, vous savez que nous sommes malheureusement limités dans le temps. Nous avons une tribune digitale qui est une question d'un téléspectateur d'un Zitata que j'ai eu juste quelques heures avant que nous débutions le tournage de cette émission. Je vous la partage dans un instant, la tribune digitale.
Alors, au-delà de la question, c'est plus un témoignage, chers invités. Je vous lis ce que m'a écrit cette personne. Je suis chef d'entreprise et je fais 85 heures par semaine à travailler. Mes charges sont énormes, avec 75 000 par an. Je me retrouve à la fin du mois avec 365 € après avoir tout payé. Comment continuer à travailler dans ces conditions? Alors la question, évidemment, pour vous, si vous vous reconnaissez dedans, hein, et puis pour vous, Monsieur Tepi, Madame Cléricia. Question, témoignage, qu'en dites-vous? C'est un travail d'optimisation à faire. Après, c'est un peu large. Donc, c'est vrai qu'après, ça dépend de l'activité. Alors, c'est sûr qu'un chef d'entreprise travaille beaucoup plus qu'un salarié. On travaille pas. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui travaille 35 heures. Faut être honnête. C'est un métier. Je veux dire, c'est une activité qui nécessite du travail intense. Quand même, quand vous partez en vacances, vous n'êtes pas en vacances. Vous avez une entreprise à gérer. Donc, quand vous partez, il faut vous organiser pour voir si tout est bon, si vous partez, s'il y a du réseau là où vous allez, si vous pouvez mettre votre téléphone, votre ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est vrai que les charges sociales, alors je ne sais pas quand elle parle de charges, est-ce que c'est des charges sociales, des charges fiscales, enfin, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de charges, surtout par exemple par rapport au RSI ou aux charges fiscales qui sont en fonction du chiffre d'affaires. Donc après, je ne sais pas si son calcul de prix il est bon, parce qu'il y a ça aussi, dans quelle activité elle est? Est-ce que son calcul de prix il est bon? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dépenses par rapport aux entrées? Est-ce qu'elle facture bien tous ses clients? Est-ce que le temps qu'elle passe, parce que les 85 heures passées, est-ce que finalement, financièrement, est-ce que c'est rentable? Je suis également de votre avis. Est-ce que son activité, elle est rentable? Dans quelle activité? Ça va être dur de répondre à une question si on ne va pas plus en détail. Mais oui, je pense que ça nécessite quand même de C'est ça. Alors, à mon sens, s'inquiéter. si j'ai bien compris l'intervention de cette téléspectatrice, la question n'était pas forcément sur le plan comptable, elle ne cherchait pas d'aide à ce niveau, mais plutôt peut-être une motivation de la part des chefs d'entreprise qui sont là, et de votre part aussi, pour continuer, parce que je crois, d'après ce que nous avons compris, personne ne démarre une entreprise pour gagner de l'argent dès les premières années. On sait qu'il faut galérer un peu, beaucoup travailler, investir et travailler à perte bien souvent. Je pense que la question était plus basée sur la motivation. D'ailleurs, ça me permet de vous poser à vous deux cette question qui était la suivante. Est-ce que ça vous est arrivé, comme cette téléspectatrice, d'avoir envie d'abandonner, de tout arrêter et puis de retourner un petit peu dans on va dire le cercle normal pour la plupart, pour la masse salariale? Alors, dites-moi. Ça vous est déjà arrivé de vouloir tout lâcher? Oui, puisque j'ai pu être actrice d'un échec par rapport à mon institut. Et c'est vrai que quand on a un échec, on se remet en question. Donc j'ai eu quand même cette chance d'avoir un conseiller financier à cette époque pour mettre tout à plat. Donc il faut, comme je dis, c'est la détermination. Il faut avoir aussi le cran de descendre aussi dans les profondeurs, faire face aux dettes, à ses faiblesses aussi, à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bon, même si la conjoncture n'a pas été facile, mais on a tenu bon. En tout cas, moi, j'ai tenu bon pendant le Covid, mais c'est le après-Covid. Et le après-Covid était fatal. Il fallait que je prenne certaines décisions qui n'ont pas été faciles. Et c'est à travers l'échec que j'ai pu vraiment me relever. Mais ça n'a pas été seul, puisque voilà, on a la famille, c'est bien, mais des professionnels qui m'ont accompagné dans ce sens pour mettre tout à plat. Donc, et il y a la passion, il faut le dire. Voilà, la passion du bien-être a fait qu'aujourd'hui, je suis là. J'ai pu tester, oui, on pense à boire et à manger, puisque je suis mère de famille. J'ai eu quand même cette chance d'avoir un mari qui m'a soutenue pendant toutes ces années, qui fait que... voilà, j'ai pu poursuivre toujours dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple de se réveiller le matin et de se dire voilà, est-ce qu'on va y arriver? Ce sont des questions qui sont pour nous légitimes, où il faut vraiment y penser. Il faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat quand il faut. Se reposer aussi, ça fait partie aussi voilà du. Merci de tous ces éléments. Je crois que là. On n'a pas assez de temps. Malheureusement. Je pense qu'elle a quand même bien résumé. Oui, on a souvent, pour ma part, j'ai souvent pensé à abandonner, à se dire qu'est-ce qu'on allait chercher comme problème. Mais je suis content parce que j'ai la chance d'entreprendre en Martinique, donc chez moi. Et là où j'ai surtout de la chance, c'est d'avoir une conjointe extraordinaire et une famille aussi formidable qui
m'a toujours soutenu et à qui je passe le bonjour et que je remercie, qui a toujours cru en moi. Et je pense que limite parfois c'est peut-être plus grâce à eux que mon entreprise perdure que par rapport à mon travail, quoi. C'est parce que je sais qu'elles sont là pour m'entourer et que leur soutien, c'est le meilleur des carburants, quoi. C'est ça, le support l'automobile me passionne, donc ça me passionne. C'est aussi quelque chose qui me passionne depuis que je suis jeune. Alors ça, c'est un mot qui revient chez vous deux, nos chefs d'entreprise, c'est la passion. Vous l'avez dit tout à l'heure, Laura. Oui, et donc, le bien-être. oui, la passion. Le temps qu'on y consacre, s'il n'y a pas une part émotionnelle, on ne peut pas tenir de toute façon en tant que chef d'entreprise. Si c'est juste pour le tiroir caisse, on va vite atteindre ses limites, quoi. Parce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui prend le dessus et qui... Pour moi, je trouve que l'entrepreneuriat, je pense que je vais finir sur ça, c'est de l'ordre du sacerdoce, quoi. Oui. Écoutez, sur cette belle parole, on va conclure et je vais vous laisser à tous les quatre l'occasion de vous exprimer à nos Itata qui regardent, soit qui sont, eux, porteurs de projets actuellement, ou encore chefs d'entreprise, ou qui sont en réflexion. Si vous aviez un encouragement ou quelque chose à transmettre aux futurs chefs d'entreprise créateurs, vous diriez quoi? On va commencer par vous, Monsieur Tepi. Oui, c'est-à-dire que il faut aller à l'information. Je reconnais que c'est pas facile, mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher des partenaires. Hein. On a parlé des chambres consulaires qui font de l'accompagnement ante et puis post création, et donc ça c'est fondamental. L'accompagnement, et puis s'informer. Voilà, être en capacité peut-être qu'on ne peut pas le faire tout de suite, mais il faut mettre en place un plan progressif pour arriver à créer son entreprise et être un entrepreneur. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci. Madame Laura Edon, qu'auriez-vous dit à quelqu'un qui décide d'ouvrir son entreprise en Rester soi-même et dans la positivité. Super. Vraiment, être déterminé et garder son calme face, comme on dit, à toutes ces turbulences. Monsieur Picot. Il faut tenter intelligemment. Mais que de toute façon, au pire, ça fait faillite, mais au moins qu'on n'aura pas de remords de ne pas avoir essayé, parce qu'après, de vivre toute sa vie en se disant « et si j'avais essayé », c'est pire que d'avoir essuyé un échec, je pense. Donc, de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est ça. On finit avec vous, Madame Félicia. Moi, je dirais surtout qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les autres, ne pas rester seul, parce que c'est vraiment un monde où on est seul. Et je pense qu'aller taper à la porte des chambres consulaires ou même des organisations professionnelles, comme je disais, même des collègues, d'aller taper à la porte et d'en discuter, des fois de voir qu'on finalement on n'est pas si seul que ça. Donc c'est surtout ne pas rester seul, et l'accompagnement, c'est la famille, voilà. Donc, ne pas rester isolé, quelle que soit la circonstance. Merci à vous également. Merci à vous quatre. Chers téléspectateurs, nous espérons que cette émission vous a apporté des réponses à des questions éventuelles. En tout cas, continuez, comme vous l'avez toujours fait, à prendre soin de vous et soin des autres également. Bonne soirée, à bientôt.